Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est le 10 décembre et l'heure est grave, oui. Ma foi, comment formuler ça? J'ai lancé en janvier un défi à des amis de me donner, à 12 amis, de me donner 12 livres, un livre chacune, qu'ils avaient bien aimé. Et l'objectif étant de le lire dans cette année, et force est de constater qu'il me reste 21 jours pour lire 3 livres. Oui, l'heure est grave, je vous disais donc ça, il faut accélérer. Cette vidéo a pour objectif de lire ces 3 livres, ou du moins essayer, et aussi de faire un petit bilan sur ce challenge. Qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé, est-ce que je vais le recommencer l'année prochaine, si oui avec quelle modalité, et sinon pour quelle raison et par quoi je le remplace. Bref, on y va. Les 3 livres qui me restent à lire sont en plus 3 livres qui me tentent vraiment beaucoup. Je sais pas pourquoi j'ai reculé, enfin si, je sais, j'en parlerai beaucoup plus en détail dans le bilan à la fin, mais en fait, je les avais pas, il fallait me les procurer, c'était pas les livres prioritaires vers lesquels je voulais aller. En plus, dedans, il y en a un qui est un essai qui me donne envie, mais je lis de moins en moins d'essais, donc force est de constater que j'y suis pas allée. Un autre livre, par contre, lui me fait peur, je sais que je vais être bouleversée en le lisant, donc voilà. Et le troisième, j'ai pas d'excuses. Donc les 3 livres, je vais vous les mettre à l'écran. Il y a tout d'abord Amour de Léonore de Ricordo, conseillé par Anne-Lise. Il y a La maison dans laquelle de Carmen Machado, je crois que c'est ça le nom de l'autrice, conseillé par Victoire, et celui-là me fait quand même très peur. Et Servir les riches d'Alizée Delpierre, conseillé par Clémence, qui est en plus un essai de sociologie qui me tente beaucoup depuis sa sortie. Bref, on va faire un petit vlog et on va commencer par le livre. J'ai dû choisir un ordre pour les commencer et je me suis dit que commencer par le plus court, ça allait m'aider parce que j'allais plus vite du coup le terminer et donc avancer, et ça allait me motiver d'autant plus. J'ai commencé par Amour de Léonore de Ricordo que j'ai sur la liseuse, mais vous n'allez pas voir grand chose. Bref, je le remettrai à l'écran. Ce que j'en sais, pas grand chose en fait. Peut-être que j'en savais plus au moment où j'ai tourné la vidéo de ma palle, mais force est de constater que depuis janvier, j'ai oublié. Donc je sais qu'on va suivre un roman avec des scènes violentes, il y a du trigger warning. J'attends aussi quelque chose de poétique, d'émouvant. Et voilà juste ce que j'en savais hier soir avant de le commencer. Parce que oui, je l'ai un petit peu commencé au moment où j'ai introduit cette vidéo. Mais ma foi, à 22h30 hier soir, je n'avais pas du tout la foi de le faire en étant à peine posée après cette longue journée de travail. Donc je le fais maintenant et vous m'en voudrez pas. Donc je l'ai lu un petit peu et il y a un résumé au début pour évoquer les trigger warnings. Ça m'a remis le livre en tête, le résumé. Donc on va suivre 3 protagonistes. Victoire, qui est une femme qui a fait un mariage bourgeois avec Anselme, je ne sais pas sa prononciation, mais qui est un notaire, fils de notaire, voilà, donc un bourgeois dans la région de Tours en France. On est après la Première Guerre mondiale, donc dans cette France quand même très conservatrice et en même temps où les années folles sont en train d'arriver, notamment en France. Et on va suivre aussi Céleste, qui est une des domestiques du couple. Et le trigger warning est important. Il y a une scène de viol où Anselme, le mari du coup, viole la domestique du couple, enfin une des domestiques du couple, et cette dernière se retrouve enceinte. Victoire, la femme du couple, n'arrive pas à concevoir. Bref, et donc c'est vraiment le tout début ce que je suis en train de vous raconter. Et donc très vite, il va y avoir un pacte qui va se passer entre Céleste et le couple, où en fait le couple va ne pas chasser la domestique, et j'ai envie de dire encore heureux, même si à l'époque ça se faisait beaucoup, et adopter, ou en tout cas faire passer l'enfant pour le leur, ce qui va lui permettre, je cite, d'avoir une meilleure vie. Bref, avec ce genre de père, et voilà pour l'histoire. Et donc je vous disais, je l'ai commencé hier soir, j'en suis à 60% à peu près, et j'adore, il est très court, je le dévore vraiment. Hier j'étais fatiguée, mais j'avais encore envie déjà de lire, parce que j'avais pas lu de la journée, à part écouter mon livre audio, mais bref, c'est pas le propos de cette vidéo, mais j'avais envie de lire, et l'écriture est vraiment
belle et émouvante et j'avais envie de savoir la suite. J'avais envie de rentrer un peu dans le vif de l'histoire et de dépasser les quelques mots, les quelques idées que j'avais en tête et que je viens de vous résumer. Et ce matin aussi, j'ai lu une petite demi-heure avant de faire cette vidéo et ça se lit tout seul. Vraiment, ça se lit tout seul, c'est incroyable. Ce que j'aime, c'est l'histoire, je la trouve assez intéressante, comment on va être dans cette famille bourgeoise, très conservatrice en apparence, mais où en même temps, il y a une hypocrisie incroyable qui est dénoncée par l'autrice. Ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'évolution du personnage de Victoire qui prend confiance en elle à plusieurs moments du récit et qui commence à s'affirmer. Et on a le personnage de son amie Odette ou Sarah, en fonction de comment elle se fait appeler, qui est un petit vent nouveau pour Victoire, qui lui montre un peu les nouveautés, alors que ça soit dans le domaine de la mode, mais du coup, comment la mode, elle va aussi libérer le corps des femmes avec la fin des corsets, etc. Je trouve ça assez intéressant, vraiment, cette évolution. Et surtout, il s'est passé un truc ce matin dans ce que j'ai lu ce matin auquel je ne m'attendais pas du tout. Et je vais y revenir dans le bilan, mais vraiment, l'intérêt de ce challenge, c'est de discuter avec des gens qui ont aimé ce livre-là. Et donc, j'ai directement envoyé un message à Anis en lui disant « Oh, je m'attendais pas à ça ». Et elle m'a dit, c'est pour ça que je te l'ai conseillé, entre autres. Et en fait, il y a une relation lesbienne qui s'instaure petit à petit, de manière ultra touchante, ultra émouvante, assez poétique. C'est mignon, c'est beau, c'est touchant, entre Céleste et Victoire, donc entre la domestique et la bourgeoise. Et en fait, cette relation lesbienne, c'est aussi une manière, je trouve, assez féministe de montrer, de décrire le rapport au corps, le rapport à la sexualité des femmes, notamment je pense à cette époque-là. L'histoire est vraiment très touchante. Bref, j'adore. Je suis à, comme je vous disais, 60%. J'aime bien l'histoire, j'aime bien le côté assez engagé, militant de ce qui est raconté. La plume me plaît beaucoup. Pourquoi je ne l'ai pas lu plus tôt? Ça sera la question de ce vlog. Sur ce, je vais aller l'avancer. Je ne sais pas pourquoi je vous montre ça, c'est pas très intéressant. J'aimerais bien le finir aujourd'hui, ça me semble quand même compliqué, mais pourquoi pas demain, donc demain mercredi. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur ce point lecture et je reviens très vite pour vous donner mon avis final. Bonjour, je vous retrouve, on est donc le 11 décembre et il est quasiment 16h, bref. Et je reviens vers vous parce que j'ai terminé le livre Amour de Léonore Desrécordeaux que j'ai vraiment bien aimé. Et j'ai pu en plus en parler avec Anis qui me l'avait conseillé, donc c'était vraiment sympa comme expérience de lecture. Là où je vous avais laissé, je crois que je vous parlais de cet amour lesbien qu'il y avait entre Victoire, la noble, la bourgeoise, et Céleste, la gouvernante slash domestique de cette famille et donc de Victoire. Et donc on va avoir leur histoire d'amour qui se développe peu à peu. Je vais pas rentrer dans les détails. La fin m'a déçue et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que j'en ai parlé avec Annelise et elle m'a dit que elle aussi la fin l'avait en partie déçue, mais en y réfléchissant, elle voyait pas d'autres fins à ce livre. Et c'est vrai que je voyais pas d'autres fins non plus, à part une sorte d'happy ending un petit peu forcé. En fait, pour qu'il soit là, je voyais pas d'autres fins. Et finalement, je suis pas satisfaite de la fin, mais en tant qu'objet littéraire, je voyais pas autre chose, moi non plus. Donc c'était assez intéressant de discuter de ça. Mais j'ai vraiment aimé la plume de l'autrice et je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois dans le clip précédent, mais voilà, j'ai vraiment aimé la plume de cette autrice. J'ai vu que c'était pas son premier roman, donc j'irai me pencher sur ses autres romans. J'ai beaucoup aimé l'évolution de la relation lesbienne entre ces deux personnages. Et en fait, je vous avais dit qu'on était après la Première Guerre mondiale, et en fait, pas du tout. On est après la guerre de 1870, dans ces eaux-là, entre la France et l'Allemagne. On est au tout début des années 1910 et encore. Donc le contexte historique, l'homophobie ambiante, enfin l'idée que ça soit même pas pensable. J'ai trouvé ça intéressant comment du coup ces femmes qui en plus subissent évidemment du sexisme et du classisme
pistes pour l'une d'entre elles, vont par leur relation découvrir des choses, remettre en cause certains éléments de leur socialisation, mais en fait vraiment à la marge. J'ai trouvé ça quand même assez intéressant. Évidemment, il y a des rapports, en plus d'être deux femmes lesbiennes, il y a des rapports, comme je vous le disais, de classe, parce que Victoire a quand même une ascendance sur Céleste. Elle reste sa patronne, son employeuse, et la personne grâce à qui ou par qui Céleste peut vivre et même survivre par moment. Donc il y a ce rapport-là qui rajoute une dose d'ambiguïté, de domination. En tout cas, elles ne sont pas sur le même plan d'égalité, que ce soit dans la manière de vivre leurs sentiments l'une envers l'autre, mais aussi dans les conséquences que cela peut engendrer. Ça a été vraiment une très bonne lecture. Je suis du coup très contente d'avoir validé cette lecture du challenge 12 livres 12 amis, et il m'en reste plus que 2. Pareil, Annelise a vu les 2 autres lectures qui me restent et m'a fait remarquer que ces 3 lectures étaient liées, vu que ma deuxième lecture, donc dans La Maison rêvée de Carmen Marcia Machado, on allait parler de relations lesbiennes, et que dans Servir les riches d'Alizée Delpierre, on allait interroger sociologiquement les rapports qu'il existait entre les employeurs et leur personnel de maison, qui est aussi un des thèmes interrogés par Léonore de Ricordo dans son ouvrage. Donc, c'était pas un vlog thématique, mais ça va le devenir. Et sinon, dernière chose que je voulais vous dire, j'ai commencé dans La Maison rêvée. J'ai, à l'heure où je tourne cette vidéo, lu que 8%, et ça va être la suite de mon programme de l'après-midi. Ça va être de lire en partie. J'aime bien pour le moment ce que j'ai lu. Pour resituer, on va suivre une relation toxique lesbienne, ce qui est extrêmement rare, notamment dans la littérature. On parle très peu des relations lesbiennes, et encore moins des relations toxiques ou des relations qui fonctionnent pas, qui sont très problématiques. Même dans la sphère médiatique, dans les médias, dans l'analyse sociologique, c'est quelque chose dont on parle très peu. Et l'autrice, elle va raconter son histoire, ou en tout cas des faits inspirés de son histoire personnelle. De ce que j'ai pu lire, et notamment entreapercevoir dans le sommaire sur lequel je me suis très peu attardée, j'ai l'impression qu'elle fait ça avec des contraintes stylistiques comme des exercices de littérature, d'écriture, et ça me semble, ma foi, très intéressant. Elle va écrire, donc le titre du livre c'est Dans la maison rêvée, et donc elle va écrire la maison rêvée comme quelque chose. Et elle décline en fait ce thème de la maison rêvée en se donnant des contraintes qui vont permettre, je pense, de découvrir l'entièreté de son histoire, ou en tout cas ce qu'elle nous donne à raconter. Pour le peu que j'en ai lu pour le moment, je peux pas vous en dire plus, je suis assez intéressée, assez intriguée, j'ai envie de voir où ça va aller. Pour le moment, il y a une forte démarche sociologique et empirique et militante sur la question du point de vue de qui parle, d'où on parle et pourquoi c'est important d'entendre les personnes qui n'ont pas l'habitude de parler. Elle revient sur l'histoire des archives, qu'est-ce qu'on archive, pourquoi, qui encore une fois, et l'histoire racontée du point de vue des dominants-dominantes, et j'ai trouvé ça assez intéressant. Bref, j'ai pas grand-chose de plus à vous dire, je vous embarque avec moi dans ma lecture et on se retrouve quand j'aurai avancer le livre, et compte tenu de mon programme chargé de ces prochains jours, ça sera soit vendredi, soit dimanche. Mais on y croit, j'aimerais vraiment bien le finir d'ici dimanche, vu qu'il me reste après ça encore un livre à lire et le montage de cette vidéo. On y croit. Bonjour, on se retrouve, on est le vendredi 13 décembre et il est quasiment 14h, et je reviens vers vous parce que j'ai terminé Dans la maison rêvée de Carmen Maria Machado, que j'ai bien aimé. C'était vraiment une bonne lecture. Alors j'ai pas mal de choses à vous dire. Rappel, mais je pense que c'est dans le clip précédent, ici on va suivre une histoire toxique entre deux femmes lesbiennes, et c'est ça qui est décrit avec des procédés d'écriture que j'ai trouvé assez originaux. Je vais pas revenir là-dessus. C'était intéressant, parfois je voyais pas le lien entre ce qui était raconté et le titre du chapitre, mais bon, passons, ce n'était pas très grave. C'est une lecture que j'ai lue très vite, vraiment c'est assez court tout en étant très dense, mais c'était un bon page turner. Ce qui m'a plu dedans, c'était tout d'abord l'angle qui est, je trouve, original, non pas en termes de statistiques, et elle explique très bien dedans que la question d'avoir intrinsèquement plus ou moins de couples violents, de relations toxiques dans les relations lesbiennes ou les relations
hétérosexuelle est en fait associée à des stéréotypes, notamment associée à la stéréotype de la violence qui ne peut pas être une caractéristique des femmes et qui serait intrinsèquement masculine. Et donc j'ai trouvé ça original d'avoir cette histoire parce qu'en fait c'est quelque chose qui est peu raconté pour plein de raisons et qu'elle va aborder dans le texte. Mais sommairement, pour la raison du coup de la visibilité, de la moindre visibilité des relations lesbiennes, que ça soit dans la sphère de la vie courante, mais aussi dans les médias et notamment dans l'écriture. Et les relations lesbiennes toxiques et ou violentes et racontées du point de vue d'une personne concernée sont encore plus rares parce qu'on sait bien qu'il y a un processus de sélection dans les médias et notamment dans la littérature qui vise à les silencier. Autre caractéristique qu'elle évoque aussi longuement, c'est la question de raconter en fait ces violences et de faire entrer la police, le système judiciaire qui est lesbophobe, raciste, classiste, donc il y a plein de discriminations qui se jouent dans le fait de faire rentrer l'institution policière et judiciaire dans ces relations toxiques. Et donc la question qui est pas débattue là dans le texte, de laisser ces traumas, laisser ces violences au sein de la communauté et n'en discuter qu'au sein de cette communauté. Et donc pour les tenants et tenantes de cette posture, l'idée étant de ne pas faire sortir ces récits de la communauté pour plein de raisons, notamment pour pas diaboliser encore plus les personnes concernées et pour pas les minoriser encore une fois d'autant plus. Donc ce texte s'inscrit dans tout ce contexte que je trouve très intéressant. Et l'autrice nous raconte son histoire, ou en tout cas une variation de son histoire personnelle et de cette relation toxique avec une femme qu'elle a aimée pendant plus de 2 ans. Et j'ai bien aimé l'idée qu'elle écrit du point de vue de tu, et tu, c'est comme si elle du futur racontait en fait son histoire et épaulait. J'avais un peu cette impression de sororité, l'autrice du passé, la personne qu'elle était dans le passé. J'ai bien aimé, et c'est étrange de dire ça parce que vraiment c'est une relation toxique où il n'y a pas de violence physique, il n'y a que de la violence, que c'est déjà énorme, morale et émotionnelle, psychologique, et où en fait elle va nous raconter tout ça par différents prismes. Avec de l'humour, elle va aussi nous montrer comment c'est difficile d'en sortir et comment même si elle était consciente de plein de mécanismes qui se jouaient, c'était difficile de partir, de se sauver, de prendre soin de soi. Et sur ce point, c'est vraiment bien fait. On comprend bien comment en fait elle est enfermée dans une spirale pernicieuse, vicieuse, qu'elle est isolée et comment en fait même si elle est consciente de tout ça, encore une fois c'est très dur de s'en sortir. Notamment, je vous disais, elle écrit avec des procédés littéraires différents. Elle écrit quelques chapitres en s'inspirant du livre dont on est le héros, l'héroïne, et en fait ça marche très bien parce que finalement on se rend compte qu'elle n'a pas 1000 possibilités et qu'en fait la seule qui est acceptable, en tout cas la seule qu'elle peut mettre en œuvre et dont elle a les moyens pour le faire, donc acceptable pour elle au moment donné, c'est de rester dans ce cercle de violence. Et en fait, ça va être très dur pour elle d'en sortir et elle va expliquer tout ça. Et j'ai vraiment trouvé que c'était assez pédagogique sur comprendre ce que c'était une relation toxique, violente, d'emprise psychologique et comment on pouvait pas juste dire aux personnes bah c'est facile de quitter l'autre personne alors que en fait c'est émotionnellement très difficile. Là, dans le texte, il n'y a pas cette dépendance financière, mais elle peut exister. Donc j'ai trouvé ça vraiment très 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 bien fait, très pédagogue et très militant, bien évidemment. Il y a quelques chapitres qui m'ont beaucoup moins intéressée, c'est en fait elle fait des comparaisons et des analyses, j'imagine, avec des références de la culture populaire et par moments geek. Et en fait le texte, enfin l'histoire qu'elle raconte date de 2012, je sais pas à quelle époque elle a écrit. Les références datent pour pas mal d'entre elles des débuts des années 80 et j'avais pas la moitié des références. Du coup elle évoque des films que j'ai pas vus et elle fait des analyses par rapport à ça, ce qui aurait pu être intéressant, mais premièrement j'avais pas du tout la référence, donc je passais outre, et en plus j'avais du mal à voir le lien qu'il y avait avec l'histoire qu'elle racontait. Et donc à la fin j'ai juste fini par sauter ces chapitres parce que vraiment ça ne m'intéressait absolument pas. Et c'est le seul bémol de ce texte, avec le fait qu'il y ait quelques longueurs, surtout au début, avant qu'on arrive dans le cœur du sujet de la relation toxique. Donc dans l'ensemble, c'était une bonne lecture, je suis contente de l'avoir fait. C'était pas aussi difficile que ce que j'imaginais, et ça fait 2 fois dans l'année avec Betty où je parle de ça, bref. Mais du coup, c'était pas si difficile. C'est
c'était émotionnellement intéressant parce que du coup ça nous confrontait à ce que c'était cette relation violente, toxique, d'emprise et à nos propres réactions et aussi aux réactions qu'on aurait eues si on avait été dans la posture de cette dame et aussi à notre posture d'écoute par rapport à cette personne parce que elle a des amis et donc qu'est-ce que nous on aurait fait en tant qu'amis de cette personne. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. C'est pas une lecture que je recommande à tout le monde parce que ça parle de sujets très difficiles vraiment et il y a des scènes où il y a des trigger warnings vraiment durs à lire, mais si vous vous sentez de le lire, allez-y parce que ça reste quand même une lecture marquante, une lecture qui fait réfléchir et j'aime bien et je ressors avec des questions et des choses qui vont forcément me rester en tête, mais c'est aussi une lecture militante extrêmement dure à lire. Donc voilà pour cette deuxième lecture. Je suis contente parce que j'ai commencé ce challenge où je finis les 3 livres qui me restaient avant de publier cette vidéo, j'ai envie de vous dire. Bref, j'avais 2 semaines et j'ai déjà lu 2 livres en l'espace de 5 jours. Donc c'est parfait. Il me reste que le dernier, Servir les riches d'Alizée Delpierre, recommandé par Clémence. Et là, comme je vous le disais, on va suivre une enquête sociologique sur la domesticité et les conséquences que ça a sur les personnes qui emploient ces personnels-là et sur ces personnels. Bref, c'est publié chez La Découverte, j'ai très hâte. Je reviens vers vous, bien évidemment, quand je l'ai commencé, mais surtout quand j'ai des choses à vous dire dessus. Et à très vite. Rebonjour, on est le mercredi 18 décembre. Je reviens vers vous pour vous parler du dernier livre que je devais lire dans le cadre de ce challenge 12 livres conseillés par 12 amis. Et il s'agissait, mais comme je l'ai dit plein de fois déjà, de Servir les riches d'Alizée Delpierre, un ouvrage de sociologie publié chez La Découverte qui est une de mes maisons préférées. Bref, et je vous ai pas pris au fur et à mesure parce que je l'ai dégommé. Je l'ai commencé dimanche soir assez tard. Lundi soir pareil assez tard et je l'ai fini mardi matin donc hier et après la vie quoi et donc bref je vous reprends maintenant. J'ai vraiment bien aimé, c'était très intéressant, j'ai découvert des choses, ça faisait du bien de relire de la socio, ça faisait tellement longtemps que je n'en avais pas lu et d'ailleurs il y a très longtemps sur cette chaîne j'avais fait une vidéo où je vous parlais de sociologie et de 3 livres en lien avec la sociologie et si ça vous dit d'aller la voir n'hésitez pas parce que j'y parle plus longuement de sociologie et d'ouvrages destinés à un public plus novice, même si celui-ci peut correspondre largement à ce critère. Bon, je m'égare. Le fait est que quand j'ai commencé un tout petit peu ce livre, il y avait donc Clémence à la maison qui l'a lu et surtout qui me l'a conseillé et on a pu parler de l'introduction et c'était très intéressant. J'y reviendrai ça dans le bilan à la fin de ce challenge. Bref, de quoi parle le livre? Donc comme son nom l'indique, ce livre va être une enquête sociologique dans la domesticité des personnes, donc les personnes qui vont être des domestiques au service des très riches et l'autrice Alizée Delpierre va analyser à la fois le comportement des très riches mais aussi celui des domestiques. Et donc plus largement, en fait, ce rapport est un rapport entre les dominants et des dominés, dans ce que cette notion a de plus sociologique. Et elle va montrer que même s'il y a une proximité très forte, notamment corporelle et spatiale entre ces deux groupes, en fait, il y a quand même une hiérarchie qui est maintenue. Cette hiérarchie est aussi une hiérarchie qui repose sur du sexisme et du racisme. Elle montre également que si les riches sont un groupe homogène
homogène, même s'il y a quelques divisions, notamment entre les anciennes familles bourgeoises aristocrates et ce qu'elle appelle les nouveaux riches, donc ceux et celles qui se sont enrichis notamment grâce à la finance et aux grandes entreprises récemment. Les riches forment un groupe unifié, en tout cas dans ses pratiques et dans cette conscience de classe et dans leur domination qu'il et elle exercent vis-à-vis de ses domestiques. Cependant, de l'autre côté, on n'a pas un groupe des domestiques unis, à la fois en termes de classe en soi, si on reprend le vocabulaire marxiste. En tout cas, on n'a pas des individus qui partagent les mêmes conditions de vie. Pourquoi ? Parce qu'on a des femmes pauvres, racisées, issues de l'immigration sans diplôme, et à l'autre spectre, on a des hommes diplômés, parfois jusqu'à un bac+3, qui sont blancs, très bien rémunérés, vraiment très bien rémunérés, comparativement à ces femmes-là. Et ça, je déborde un petit peu, et c'est pas une classe pour soi, donc qui se mobiliserait pour ses intérêts, parce qu'il y a quand même un rejet très fort des syndicats et des institutions qui pourraient venir encadrer les rapports entre domestiques et riches. Le groupe des domestiques voit ça comme une rigidification de ces relations de travail, et pour cette raison, n'en veulent pas. Ce qui est intéressant, c'est aussi tout le lien qu'elle fait en expliquant pourquoi il y a quand même un attrait de ces rôles de domestique qui, de prime abord, pourrait nous paraître vraiment dévalorisant. En fait, notamment les personnes les plus précaires en termes d'immigration, en termes de diplôme, en termes de maîtrise de la langue, savent qu'elles ont malheureusement le choix qu'entre ce type de travail ou des boulots très mal rémunérés dans la classe populaire et en fait avec des horaires extrêmement morcelés, et finalement elle trouve une forme de valorisation dans le fait de choisir ces métiers de la domesticité, et ça c'était vraiment très intéressant dans l'ouvrage. Et donc Alizée Delpierre, avec toutes ces informations, elle va s'attacher à comprendre la notion que elle forge, à savoir d'exploitation dorée. Comment en fait l'exploitation de ces domestiques par les plus riches va notamment engendrer une disponibilité quasi illimitée du corps et du temps de ces personnes, mais surtout comment on va aller modéliser leur corps, leur façon de faire, de penser, pour qu'ils et elles vraiment endossent ce costume-là et limite perdent un petit peu leur personnalité pour mieux servir les très riches. Et je voulais revenir en détail sur 3 grandes idées qui sont en fait les 3 premiers chapitres. C'est ceux qui m'ont le plus intéressée. Le premier chapitre s'appelle Le rêve des domestiques, et en fait elle développe l'idée que j'ai évoquée en introduction, enfin plutôt que elle a évoqué en introduction, à savoir que ces travails de domestiques sont plus valorisés comparativement aux emplois très précaires qu'ils et elles pourraient avoir dans la classe populaire. Et en fait, les salaires sont vraiment très importants, largement supérieurs au SMIC dans la plupart des cas, et donc largement supérieurs à ce qu'ils et elles pourraient prétendre dans la classe populaire. De plus, il y a énormément de compensations financières, de primes, mais aussi de compensations non financières, ce que les riches appellent des cadeaux. Donc offrir un sac Louis Vuitton, offrir des soins de santé, etc. Et en fait, tout ça va être vu par certains domestiques comme un gage d'ascension sociale et une manière donc de s'élever dans la hiérarchie sociale. Avec cette idée de compensation financière et non financière, les domestiques ont l'impression que leur travail est valorisé, reconnu par les très riches, et goûtent à une certaine vie de rêve qui peut, comme son nom l'indique, les faire rêver. Et cette vie rêvée, elle passe par un autre facteur qui est, comme je vous le disais, la très forte disponibilité temporelle et physique que les domestiques se voient contraints d'offrir aux très riches, avec ce chiffre quand même glaçant, le 3/4 des domestiques vivent dans la propriété des personnes qui le servent ou dans la même rue. Donc c'est vraiment une disponibilité recherchée et très fortement valorisée. Et ce qui est intéressant, c'est que cette disponibilité, elle va créer une proximité spatiale, et en fait les domestiques vont intérioriser ce qu'est le bon goût, à savoir le goût des classes dominantes, qui vont imposer, grâce à cette légitimation, leur goût. Et on retrouve chez les domestiques, dans les entretiens menés avec Alizée Delpierre, cette hiérarchisation des goûts, avec une dévalorisation des goûts de la classe populaire et une survalorisation
dégoût de la classe aisée. Dernier élément dans ce chapitre, elle montre, Alizée Delpierre, que cette relation entre domestiques et riches n'est pas qu'une relation de travail et qu'en fait les très riches veulent donner l'impression que les domestiques font partie de leur famille et les domestiques l'expriment aussi largement, mais finalement on a une relation quand même très paternaliste avec un contrôle très fort des corps des domestiques par les riches et qui est une forme bien évidemment de violence symbolique. Deuxième chapitre, là on va s'intéresser, je trouvais ça vraiment marquant dans la méthodologie d'enquête d'Alizée Delpierre sur les riches. Elle précise qu'elle n'a pas interviewé le même binôme, c'est-à-dire elle a interviewé des riches et des domestiques qui n'avaient pas de lien de travail entre eux. Et en fait ce qui est marquant, c'est que ces très riches considèrent que c'est pas un confort d'avoir des domestiques, c'est un besoin et il l'exprime comme ça. Et ce besoin, il est lié avec quelque chose de glaçant qui est que, en fait, en se débarrassant des tâches domestiques et des tâches qu'il et elle jugent ingrates sur des personnes payées pour le faire, il et elle, et surtout il, les hommes, se ménagent un volume de temps plus important à consacrer à l'enrichissement personnel, notamment grâce à leur entreprise. Et en fait, on a une double domination économique ici. Pour les femmes, on a quand même l'idée que ce temps dégagé en plus va permettre de sociabiliser, ce qui est quelque chose d'extrêmement valorisé dans ce milieu. Je vous disais également dans l'introduction qu'elle va distinguer au sein de cette classe riche mais supérieure, mais comme le font beaucoup de sociologues, les anciens riches et les nouveaux riches. Et là encore, l'utilisation, même si c'est une classe quand même unie, des domestiques va différer. Chez les familles traditionnellement nobles, la fortune décline et donc on a quand même moins de domestiques, mais on a l'habitude d'avoir des domestiques, on a grandi avec et donc c'est quelque chose de moins pesant. En tout cas, on a été socialisé à faire des choses avec toujours cette présence autour de soi et chez soi des domestiques. Ce qui est pas le cas des nouveaux riches parce que par définition, ils viennent d'accéder à ce milieu social, en tout cas c'est beaucoup plus récent et donc ils n'ont pas été socialisés à ça. Eux vont employer beaucoup de domestiques pour montrer leur richesse et aussi avoir des domestiques, c'est une manière de se sentir légitime dans cette classe sociale. Et il y a carrément des logiques de distinction dans cette classe grâce aux domestiques. Avoir des domestiques pour leur faire des tâches qui peuvent paraître farfelues. Il y a un monsieur qui a interrogé là-dedans qui a un domestique uniquement pour s'occuper des roses de sa propriété. Donc voilà, c'est vraiment montrer qu'on a de l'argent et aussi pouvoir se distinguer parce que moi je peux faire ça mais les autres ne peuvent pas le faire, ce qui est un signe distinctif valorisé et recherché dans cette classe sociale. Et le dernier point dans ce chapitre que j'ai trouvé intéressant, c'est que chez les riches, il y a une forte division genrée des tâches domestiques, ça on le savait, mais aussi dans la manière de gérer les domestiques. Les hommes, c'est ceux qui vont rémunérer, payer les domestiques et ça s'arrête quasiment là leur travail. Elle explique que certains interviewés, donc masculins riches, étaient incapables de parler des tâches qui l'incompaient à leurs domestiques. Alors que pour les femmes, il va y avoir un travail de management, d'encadrement de ces différents domestiques et aussi un travail émotionnel, un travail pour gérer les émotions et faire en sorte que cette machine reste une machine bien huilée. Et dans le troisième chapitre qui s'appelle le bon parti, ce qui m'a marqué, c'est le rôle du réseau, à la fois des domestiques et des riches, un réseau du coup d'interconnaissance qui permet de faire circuler les informations sur les offres d'emploi disponibles et surtout qui permet de légitimer la personne que l'on emploie. Et c'est grâce à ce réseau d'interconnaissance qu'on va embaucher telle personne et pas telle autre personne et c'est vraiment un travail difficile, long, de trouver ce qu'elle appelle le bon parti. Bref, c'était une excellente lecture, j'ai vraiment adoré et je le savais, je l'avais dit dès l'intro, peut-être même dès la palle du challenge que ce livre me donnait envie. J'ai pas pris le temps encore une fois de lire des essais, notamment de la sociologie. Bref, lisez ce livre-là, lisez de la socio, c'est vraiment incroyable.
Et je voulais profiter de cette vidéo du coup où j'ai lu les derniers livres et donc je peux applaudir. J'ai validé ce challenge 12 livres conseillés par 12 amis. Oui, je suis très contente pour faire un petit bilan et savoir si je le continue ou pas pour l'année prochaine. Et en fait, si je le continue, par quelle palle je vais le relancer, ou alors si je le continue pas, est-ce que je vais le remplacer et si oui, par quoi? Oui, c'est beaucoup de questions, c'est beaucoup de teasing, il y a beaucoup de suspense pour pas grand chose, donc on y va. Tout d'abord, un petit bilan s'impose avec d'un côté les points positifs et de l'autre côté les points négatifs. Je les trouve plutôt évidents compte tenu de cette vidéo. Si vous avez suivi les bilans lecture à chaque fois, j'ai beaucoup aimé, c'est de découvrir des livres. Je vais en reparler plus longuement après, mais de découvrir des livres, ça c'est toujours génial et c'est quelque chose qui m'anime, et notamment grâce à cette chaîne YouTube. Et le deuxième point important, ça a été de discuter avec les personnes qui m'ont conseillé ces livres, de ces livres. Donc je vous disais, j'ai parlé de ce livre-là avec Clément. La plupart des livres, j'ai pu en discuter plus ou moins longuement avec les personnes qui me l'avaient conseillé et j'ai trouvé ces moments d'échange vraiment très qualitatifs, très intéressants. J'espère que cette marque de confiance envers ces personnes-là les a autant touchées que leur confiance qu'ils m'ont accordée pour m'ouvrir une porte de leur, j'ai envie de dire vie intime, mais de leur ressenti par rapport à ce livre et aux conversations que ces livres m'ont permis d'avoir. Dans les points négatifs, il y en a deux qui sont liés, la pression et le fait d'être mal organisé. J'avais initié ce challenge en me disant, je vais lire un livre par mois, force est de constater que non, qu'en plus j'ai pas trop envie de prévoir comme ça mes lectures et de m'en imposer beaucoup. J'aime bien lire au fur et à mesure ce que j'ai envie de lire et donc ça a été assez compliqué et ça a engendré une forme de pression pour me dire qu'il faut que je les livre, il faut que je les livre, etc. qui a été facile à gérer parce que relativisons, ça reste YouTube, ça reste des livres, ça reste un plaisir, que si j'avais pas fini ce challenge, il n'y avait pas du tout mort d'homme. Le fait est qu'il y avait quand même une petite pression et que je tiens à le souligner ici pour être tout à fait honnête. Donc la pression, c'était du coup de les lire, de finir et de voir que l'année avançait et que ma pile à lire restait aussi importante. En termes de lecture, j'ai eu de tout, des déceptions comme des coups de cœur. Donc ça, c'était assez représentatif en fait d'un bilan lecture peut-être mensuel ou classique. En coup de cœur, vraiment, j'ai eu du mal à en choisir que deux. Mais Palace, évidemment, de Marine Carteron, que voilà, merci Lucie de me l'avoir conseillé, que je conseille à plein d'autres personnes, qui a vraiment été une rencontre avec cette autrice parce que j'ai lu après 10 et que j'aimerais bien lire sa saga Les Autodafeurs et son livre très original sur une réécriture de Roméo et Juliette avec une question d'une végane et d'un boucher, quelque chose comme ça. Livre qui m'intrigue beaucoup. Deuxième coup de cœur que je devais mentionner, c'est Auprès de moi toujours de Kazuo Ishiguro parce que franchement, j'en attendais pas grand chose et il m'a cueilli. Bref, ce livre c'est toujours difficile d'en parler parce que c'est dur de pas spoiler les éléments du livre alors que c'est ces éléments-là qui font la beauté du livre. Mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé aussi ce livre-là. En termes de valeur sûre, c'est-à-dire de livres que je savais que j'allais aimer, comment ne pas citer Servir les riches d'Alizée Delpierre. Je vais pas faire le bilan pour chaque livre vu que je l'ai fait dans les bilans mensuels à chaque fois. Mais voilà, il y avait de tout et j'ai trouvé ça aussi intéressant d'avoir des coups de cœur comme d'avoir des déceptions parce que ça questionne aussi sur qu'est-ce qu'on attend d'un livre, de faire des belles découvertes. Et donc en conclusion de tout ça, ça a été un challenge intéressant. J'ai pris du plaisir à lire les livres. Par contre, j'ai pris moins de plaisir dans tout ce qui était l'organisation et du coup je trouvais que 12 c'était quand même important comme livre. Et de plus, force est de constater, mais parce que j'ai demandé à ces personnes là et que je m'y attendais un petit peu, qu'il y a eu quand même très peu de science-fiction et de fantasy. Or c'est le genre qui m'attire de plus en plus et auquel j'ai envie de consacrer plus de temps. Donc ce bilan c'était un petit peu difficile pour ça. Je me suis questionnée. Une des propositions que je m'étais faite, c'était, en tout cas à laquelle j'ai réfléchi, c'était de demander qu'à des gens qui lisaient ce genre-là de me conseiller des livres. Comme ça j'allais découvrir des coups de cœur d'autres personnes. Le fait est que du coup c'est plus 12 livres conseillés par 12 amis, mais 12 livres conseillés par des personnes que je connais plus ou moins. Et du coup se poser la question de l'échange et de ce moment qualitatif que j'avais envie de créer avec des personnes
personnes qui m'étaient chères. J'ai trouvé que la formule marchait pas, mais j'ai aussi envie de découvrir en fait. Et cette envie de découvrir passe par des recommandations que d'autres personnes peuvent me faire ou alors des recherches que moi j'initie. Donc bref, avec tout ça, j'ai décidé de faire quelque chose de peut-être plus simple à tenir. C'est que j'aimerais bien découvrir chaque mois une autrice de SFFF francophone, privilégiée même française. En fait, je me rends compte que c'est quelque chose qui me tient évidemment très à cœur, la SFFF, je viens d'en parler, les autrices, ça vous le savez, et donc j'avais envie un petit peu de lier les deux. Et je vais vous mettre à l'écran, pendant que je parle, la liste que Morgane du compte Instagram Calan a fait et qui est disponible sur Instagram d'autrices. Et j'ai lu quasiment autant d'autrices dans cette liste que d'autrices que je n'ai pas lues. Alors il n'y a pas que des francophones, effectivement, mais du coup j'aimerais bien les découvrir. Et du coup je pense que découvrir un livre par mois d'une de ces autrices, ça va m'ouvrir un champ des possibles que j'imagine décuplé. Parce qu'en fait, si une autrice me plaît, j'ai accès à toute sa bibliographie derrière et je trouve ça très intéressant. Et les dernières fois où j'ai fait ça, c'était avec Estelle Faye et Aurélie Wallenstein et force est de constater que j'ai eu des coups de cœur. Donc je pense que c'est une formule qui me correspond mieux, où j'ai moins de pression parce que mine de rien, c'est des livres vers lesquels je me tourne déjà, où j'ai très fortement envie d'aller découvrir et donc je pense que la pression sera moindre. J'ai pas une liste fixée. J'aimerais bien découvrir du coup une nouvelle autrice de SFFF, de préférence francophone, chaque mois. Je le dirai dans le bilan lecture si c'est validé ou pas. Et si c'est pas validé, je peux découvrir 2 autrices le mois d'après. Ça c'est pas très grave. C'est quelque chose qui me correspond mieux, qui va me mettre moins de pression et qui est davantage tourné vers des livres qui me tentent et une direction en termes de lecture que j'ai envie de prendre. Mais je vais quand même conclure sur ça en disant que j'ai passé un très bon challenge 12 livres, 12 amis et que vraiment je remercie encore une fois toutes les personnes qui m'ont aidé à concevoir ce challenge en me donnant des livres, en me conseillant des livres, en discutant avec moi de ces livres-là. Et merci à vous aussi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire en me disant par exemple si vous avez participé à ce challenge, si vous l'avez validé, si c'est quelque chose qui vous tente pour les années à venir. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir!